Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on a une vidéo spéciale avec une invitée spéciale que vous avez redemandé et qu'on a la chance d'avoir, Chantal Lang, avec qui on va parler de nos perspectives de marché pour 2022, nos prédictions et on va parler de quel secteur d'activité qu'on pense qu'il va avoir le plus de succès pour l'année à venir. Mais avant d'aller dans l'entrevue, j'aimerais vous faire une petite parenthèse pour parler du marché qu'on a actuellement. On voit le Bitcoin qui a corrigé sévèrement, alimenté par le marché des actions qui corrige aussi sévèrement. On vient d'aller en bas de la boîte verte. Si on avait suivi le scénario de l'été passé, on aurait été dans le cercle bleu ici, donc on aurait eu un rebond un petit peu plus fort pour ensuite avoir la correction qu'on a actuellement. Mais là, en ce moment, on a une correction qui se fait dans un angle plus violent comme on voit en ce moment. Donc, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est de voir comment le Bitcoin va ressortir de tout ça, comment le Bitcoin va réagir, comment les crypto-monnaies vont réagir à cette correction aussi. Parce qu'en ce moment, on sait que les whales continuent d'acheter des bitcoins, mais on voit le prix corriger. Donc vraiment, les prochains jours et la façon dont le bitcoin va réagir vont être intéressants à suivre. Et on se rappelle, la correction de l'été passé entre le 9 mai et le 22 juillet a duré environ 72 jours. Et là, en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de voir? La correction depuis le 10 novembre qui dure exactement 72 jours aujourd'hui. Donc, je peux vous dire avec un certain recul qu'il y a pratiquement autant de souffrance dans la correction qu'on voit ici que celle qu'on a vue l'été passé. Et habituellement, il n'y a rien qui descend en ligne droite, sauf que là, on a une chose qui nous aide pas, c'est le marché des actions qui est en train de corriger sévèrement. On va en parler dans la vidéo qui suit. Donc, si ça vous intéresse, je vous encourage à rester pour la vidéo, mettez un like, n'oubliez pas de mettre un commentaire sur ce que vous avez aimé de la vidéo. Et aussi, je vais vous mentionner que pour la prochaine semaine, donc la dernière semaine de janvier, je ne serai pas disponible pour faire des vidéos, mais je vais être disponible sur mes réseaux sociaux, Twitter et Telegram pour vous tenir au courant de ce que je pense du marché. Donc, je vous encourage à aller cliquer sur les liens dans le bas de la vidéo. Donc, ceci étant dit, on commence l'entrevue avec Chantal. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Encore une fois, on a Chantal Lang qui nous fait le privilège d'être sur la chaîne. Et vraiment, je pense que Chantal, t'étais en demande là, depuis notre dernière vidéo. Nos deux dernières vidéos, en fait, les gens me redemandent de t'inviter sur la chaîne de Crypto Formation. Donc, merci merci d'être là, vraiment. Je te laisse dire bonjour à nos auditeurs. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être là et un honneur pour moi aussi. Excellent. Puis j'aimerais que peut-être prendre que tu prennes un petit peu de temps pour te présenter. Là, d'ailleurs, Chantal Lang de Crypto Expert, spécialiste en crypto de autant les moyens, toutes les market cap, mais spécialisé des fois pour trouver des petites cryptos. Pourrais-tu te présenter un petit peu à notre auditoire, Chantal? Merci, avec plaisir. Donc moi je suis à Genève en Suisse. Je suis chef de projet informatique de métier. Je me suis aussi spécialisée dans la business analyse. Donc j'ai fait un postgrad universitaire en business analyse. J'adore ça. J'adore étudier les projets, comment ils sont dedans. Puis ça m'aide évidemment énormément dans le monde crypto pour définir le potentiel des cryptos de chaque projet. J'adore parce qu'il crée de la valeur. Moi, c'est ça qui me fait vibrer. Et puis j'ai aussi un brevet IPMA niveau B pour la chefferie de projet international. Ça c'est assez prestigieux parce qu'il y a peu de gens qui l'ont. C'est pour les gros projets. Et puis j'ai aussi fait le Bitcoin Certified Professional. Ça, c'était très technique, c'était assez costaud. J'ai dû vraiment bosser, beaucoup apprendre pour ça. C'est une certification qui a été créée par, entre autres, Andreas Antonopoulos et Vitalik Buterin. Il y a plein de certifications qui existent et il y en a beaucoup, c'est vraiment du pipeau. Et celle-là, elle est vraiment de haute qualité. C'est pour ça que je l'ai choisie. Et donc, je suis très fière d'être Bitcoin Certified Professional et quand je repère quelqu'un qui l'est, ça m'intéresse de savoir qui c'est. Et puis j'ai aussi créé j'ai co-créé une formation chef de projet blockchain chez l'école Alira à Paris, une très très bonne école. J'ai créé 25 jours de cours et mon collègue a créé aussi 25 jours de cours, une formation professionnalisante qui a tourné avec une nouvelle fournée d'élèves chaque trimestre pendant 2 ans. Maintenant, elle est terminée, c'est très vite périmé ce genre de truc. Maintenant, ils ont une formation qui s'appelle consultant blockchain, mais ça revient, c'est un peu le même genre de public. Donc ça, c'était vraiment une belle aventure. J'ai adoré faire ça. Et puis j'ai créé aussi la formation Crypto Expert. Donc ça, c'est 33 vidéos qui transforment vraiment un débutant en un expert. Et même les gens qui étaient déjà bien expérimentés, ils y trouvent des tas de pépites. Et puis, j'ai créé en février, il y a une année, le groupe privé
Crypto Expert sur Telegram, où je partage voilà ce que j'achète. Je leur partage tout ce que je fais au fur et à mesure. Comme ça, ils savent exactement ce que je fais. Et puis, je leur fais aussi des lives, des formations, etc. C'est pour ça que j'ai très peu de temps pour ma chaîne YouTube. Ma priorité, c'est vraiment mon groupe privé. C'est pour eux que je fais des contenus. Ah ben génial, Chantal, vraiment merci d'avoir pris le temps de te présenter parce que je sais que c'est pas tout le monde qui te connaît sur la chaîne, puis il y a beaucoup de nouveaux abonnés, là, donc je voulais vraiment que tu prennes le temps de te présenter. Puis oui, je t'écoute. Est-ce que tu veux bien te présenter? Me présenter. Mais oui. Et je sais que voilà, ton audience, elle te connaît parce qu'elle te voit très souvent, mais est-ce qu'ils te connaissent vraiment? Et il y a un aspect de mindset dont je voudrais bien que tu parles, c'est le sport, le mindset du sport comparé au mindset de l'investisseur. OK, ben bonne question, Chantal. Ben je pense que c'est ça. Il y a pas beaucoup de gens qui savent que je suis un sportif d'endurance quand même de haut niveau, qui a remporté quand même plusieurs championnats dans ma province au Québec et au Canada. Puis bon, bonne question. On va rentrer dans le vif du sujet. Je dirais un des gros comparatifs entre le sport d'endurance puis l'investissement, c'est qu'il faut voir l'investissement comme un marathon. Si on voit ça comme un sprint puis qu'on investit notre capital dans n'importe quoi en faisant toujours des all-in, ben on risque de finir avec pas grand-chose dans notre portefeuille. Donc déjà avoir cette mentalité-là. Aussi la mentalité un peu des guerriers de Paul Crypto Formation, ben ça vient de là. L'idée que pour devenir bon, il faut mettre les efforts, il faut mettre le temps, il faut prendre le temps de faire nos recherches. C'est la même chose si on veut devenir bon en sport d'endurance, ben il faut prendre le temps de s'entraîner, puis c'est à chaque jour, puis il n'y a jamais d'arrêt, même si que ça te tente pas, faut que tu fasses ce que tu as à faire, puis je pense que c'est ça que j'essaie d'amener dans le monde des crypto-monnaies, puis dans le monde de la finance. Fait que je dirais que c'est un petit peu ça le parallèle qu'il y a à faire avec le sport. Excellent. Et franchement, le mindset, c'est tellement important pour prendre les bonnes décisions de trading. Ben ouais, tellement. Puis tu me parlais justement en pré-entrevue, côté mindset, là, justement, on parlait un petit peu de l'argent, nos philosophies. Tu me disais que c'est vrai quand même, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on investit dans des projets spéculatifs, on est des gens qui apportent rien, mais c'est pas vrai tout ça, puis j'aimerais que tu l'expliques pourquoi, parce que tu m'as très bien expliqué ça avant l'entrevue. Yes. Et c'est très important à comprendre parce qu'un projet qui se lance, il a besoin d'un financement. Lorsque on achète les tokens, on lui apporte du financement, que ce soit direct ou indirect. On paye des développeurs qui créent un outil qui n'existait pas. Donc en fait, indirectement ou directement, on crée de la valeur. On prend un risque en investissant dans quelque chose qui va peut-être pas réussir ou quelque chose qui est en cours de construction et on est récompensé pour ce risque. Mais on est récompensé aussi parce qu'on participe à cette création de valeur. Moi, ça m'enthousiasme, tous ces projets qui réalisent des tas de choses qui n'existaient pas, quoi. C'est juste génial. Et je suis ravie, même en tant qu'investisseur, de pouvoir. Alors, c'est vrai que j'accompagne aussi des projets en tant que consultante, mais en tant qu'investisseur, je peux participer à ma manière, même si c'est une goutte d'eau dans l'océan. Parce que sans goutte d'eau, il n'y a pas d'océan. Ah ouais, tellement. Puis en crypto, on sait à quel point que ça va vite. Puis je pense de supporter les projets qui nous tiennent à cœur, qu'on voit qu'il y a un futur qui nous parle, ben je pense que c'est juste excellent. Ben merci de ce partage-là, Chantal. On va passer au sujet que tout le monde veut entendre. Pour 2022, là, est-ce que on est dans un bear market, qu'on va dans un marché baissier comme on a vu en 2018, 2019, puis que c'est fini? Ou est-ce que tu penses, parce que c'est notre avis, même si on pense quelque chose, ça veut pas dire que ça va arriver, parce que le marché a toujours raison, ça faut s'en rappeler, ou on est dans un marché aussi encore, puis ça va continuer pour les prochains mois. J'aimerais t'entendre là-dessus. Alors moi, je pense qu'on va faire en 2022 des plus hauts historiques sur Bitcoin, Ethereum et plein de altcoins. Donc on aura des plus hauts. Mais je pense que tant que les gouvernements continuent à imprimer de la monnaie dans des quantités incroyables, eh bien une partie de cet argent qui vient dans les cryptos, donc ça c'est bénéfique pour les prix. Et même s'ils arrêtaient d'imprimer, tant que les taux d'intérêt sont bas, même s'ils veulent les monter 4 fois durant l'année, blablabla, ce sera des petites quantités et ça reste quand même très très bas. Et tant que les taux d'intérêt sont bas, c'est comme d'imprimer de la monnaie parce qu'ils accordent des prêts quasiment gratuits ou même des fois vraiment gratuits à ceux qui sont proches de l'imprimante à billets. Et finalement, la création de la dette, c'est une forme d'impression monétaire. Et donc, je pense que le SP500, en fait, bien sûr, il y a un moment, ça va se péter la gueule, tout ça. C'est pas sain.
Mais je pense qu'ils peuvent faire durer ça assez longtemps et je pense que l'année 2022, ça va tenir le coup. Et je pense que l'année 2022, ok, il y aura des montées, il y aura des descentes, il y aura des moments dramatiques comme d'habitude. 2021 nous a pas épargné, hein, c'était pas évident. Mais je pense qu'on aura des plus hauts historiques en 2022 et qu'on aura des belles montées aussi et qu'il y aura des périodes de altcoin, altcoin season où on va vraiment, on va avoir des magnifiques résultats. Ok, vraiment intéressant. Puis justement, on va revenir sur la altcoin season, on va revenir sur les thématiques où est-ce qu'on pense que l'argent pourrait aller le plus. Parce qu'on sait que le marché a changé, c'est plus ce que c'était en 2017, où est-ce que tout le marché montait en même temps, tout le marché corrigeait en même temps. Là, on voit qu'il y a des mouvements par narratif, il y a des mouvements par écosystème. Comme en ce moment, même si tout le marché est en train de corriger, on voit certains écosystèmes qui explosent comme Near ou Rose. Puis ça va être important d'en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais je voulais aussi t'entendre sur un petit peu plus court terme, là. Comment tu vois ça en ce moment? On corrige depuis le mois de novembre. Est-ce que tu penses qu'on peut aller encore plus bas? Est-ce que tu penses qu'on va se trader de côté encore? Un peu ta perspective là-dessus. Oui. Alors, ces temps-ci, je mets que des ordres irréalistes et ils se réalisent. Peux-tu nous rappeler c'est quoi des ordres réalistes, Chantal, juste pour les nouveaux auditeurs qui sont ici? Volontiers. Un ordre irréaliste, c'est qu'il y a peu de chances qu'il se réalise tellement il est discount, tellement le prix est bas. Donc, je mets un ordre limite, généralement à moins 50% du prix actuel qui est déjà très bas. Si c'est vraiment une grosse crypto, je le mets plutôt à moins 30%. Et je mets des ordres irréalistes parce que je pense qu'il est possible qu'on ait encore une jambe baissière. Donc, si on regarde Bitcoin, donc on avait eu en mai, juin, juillet, on avait eu cette période très pénible. Hein. Là, il y a les 3 flèches bleues qui montrent les pointes les plus basses. Et là, on avait eu cette période très désespérante, début juillet, où on était dans un range qui descendait, qui s'est cassé par le bas, et tout le monde a paniqué. Les gens ont vraiment cru que c'était la fin. Et là, la smart money s'en est mis plein les poches, dans le sens qu'ils ont acheté des tas de trucs très bon marché. Et moi, là, j'ai fait mais vraiment des super bonnes affaires avec mes ordres irréalistes. Et ensuite, c'est remonté en flèche, une fois qu'ils avaient vidé le train et fait péter tous ceux qui avaient mis des leviers. Et donc là, maintenant, on est dans une situation où on pourrait peut-être faire aussi de nouveau une 3e jambe baissière comme on avait fait ici pour Bitcoin. Si je passe sur Total 2, c'est toutes les cryptos sauf Bitcoin. Il y a beaucoup d'Ethereum là-dedans, hein. Et donc on retrouve un petit peu la même configuration. Et si je passe sur Total 3, alors là c'est toutes les cryptos moins Bitcoin, moins Ethereum. On voit que si on compare avec les 3 flèches avant l'été, eh bien, on voit que pour le moment, on n'est pas tellement descendu en comparaison, moins que cette horrible journée du 4 décembre. Alors, je me dis que peut-être on pourrait encore avoir une descente comme ça, une pointe vers le bas, ou alors un truc carrément dramatique, et avant de faire vraiment la vraie grande montée. Hein, ils veulent encore, on va dire, vider le train, faire péter tout ce qui avait des leviers, acheter des tas de choses bon marché. Hein, pour ceux qui ne sont pas manipulés par la peur ni par les news, ils achètent très bon marché. Et ensuite, ils peuvent faire monter les prix. Et ensuite, l'idée, c'est que on aura de nouveau des belles montées. Mais ça va prendre un certain temps. Je sais pas combien. Je pense que ça nous porte à début février ou peut-être courant février. Et puis, à un moment, ça va remonter. Et si j'achète ici en bas, je suis très contente. C'est mes ordres irréalistes qui se réalisent. Et si ça se produit pas, si ça remonte en flèche et que mes ordres irréalistes se réalisent pas, finalement, c'est pas gênant parce que le reste du portefeuille monte, donc on est content. Et si j'achète ici, franchement, c'est pas du tout gênant. Ça a l'air d'être beaucoup plus cher, mais en vérité, si on fait un zoom arrière sur la courbe, c'est quasiment le même prix. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager. Très bien, Chantal. Puis on voit que en ce moment, quand on voyait le tableau du Total 3, les altcoins se comportent beaucoup mieux que le Bitcoin. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? L'innovation, Oui. Alors, il y a l'innovation, il y a le fait qu'il y a plein de nouvelles cryptos qui arrivent tous les jours et qui amènent de la valeur. Hein. Du coup, c'est normal que Bitcoin et Ethereum sont de moins en moins majoritaires. Mais il y a aussi le fait qu'il y a
les stablecoins là-dedans. Tous ces énormes milliards qui arrivent dans Tether, etc., USDT, ben c'est inclus là-dedans. Hein. Donc, et puis elles sont de plus en plus fortes, hein, les altcoins. Entre-temps, elles ont développé des outils supplémentaires. Il y a beaucoup plus de contenu. C'est comme un continent qui se peuple. Ah ouais, tellement. Puis justement, parlons d'altcoin, allons-y, parlons des tendances à surveiller vraiment pour 2022. Où est-ce qu'on va faire du cash, là? C'est ça la question. Où est-ce que le cash va aller? Puis nous, qu'est-ce qu'on veut en tant qu'investisseur? C'est d'être déjà là avant que le cash arrive. Puis après ça, on s'en va avant que le cash s'en va. Donc, je pense que c'est quand même logique. Quel secteur, selon toi, serait à surveiller? On se souvient que j'ai fait une vidéo de mes 12 secteurs préférés à surveiller pour 2022. Mais là, j'aimerais avoir ta perspective à toi là, par rapport à ça. Alors moi, j'ai adoré tes 12 secteurs à fond. Et franchement, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Hein, vraiment super. Alors oui, il y en a un qui je pense sera très important, et c'est le capital efficiency, hein, l'utilisation intelligente du capital, même s'il est bloqué en staking ou qu'il est bloqué quelque part, et de préférence en pouvant garder ses clés privées. Et ça, vraiment, c'est de plus en plus important, et c'est dans l'écosystème Ethereum, et ça commence à arriver aussi dans les autres chaînes, et y inclut dans ce narratif ceux qui sont avec privacy. La smart money, elle en a marre qu'on espionne tout ce qu'elle fait. Quand on voit, récemment, il y a eu la montée fulgurante de Offshift. Bah, nous, on l'avait déjà acheté, hein, avant la montée. Et, mais ça, c'est typiquement la privacy dans la DeFi. Donc, ça, c'est capital efficiency, si possible avec privacy. Puis Chantal, pour rester dans le capital efficiency, est-ce qu'il y a quelques projets qu'on pourrait avoir en tête qui auraient un potentiel ou qui sont plus solides là-dedans, ou c'est pas encore développé? C'est déjà développé. J'ai pas de nom en tête. J'ai pas encore déterminé lesquels sont les plus prometteurs. Pour le moment, j'ai pas de nom à donner là. Moi, j'en ai peut-être un qui est intéressant. Bien sûr, il y a Lido Finance qui fait ça avec Ethereum, là, tout ce qui est liquid staking. Le P-Stake, qui est un des projets dans l'écosystème de persistance, qui est dans l'écosystème de Atom. Des projets quand même intéressants qui permettent justement d'avoir, par exemple, des Atom stakés qui font du 8% par année. Après ça, on se fait donner un token miroir qui nous permet de l'utiliser dans un protocole de DeFi qui peut nous donner encore du rendement, peut-être du 20%, additionné à du 8%. Donc là, ça commence à être intéressant pour les institutions, puis pour nous aussi, finalement. Oui, il faut bien penser que les institutionnels et tous ceux qui ont un gros capital à gérer, leur principal priorité, c'est la préservation du capital. Tandis que quelqu'un qui vient avec un petit capital, il veut vraiment faire exploser son capital parce que ça va lui changer la vie, lui, il prendra beaucoup plus de risques. Mais les gros portefeuilles, c'est la préservation du capital qui est prioritaire. Donc, ils vont aller vers des emplacements qui ont fait leurs preuves. Par exemple, ils vont pas mettre beaucoup d'argent dans des nouvelles blockchains qui pourraient encore avoir des problèmes techniques. Par contre, ce qui est dans Ethereum a déjà fait ses preuves. Polygon, ça commence à être bien solide aussi. Donc, et puis il faut suivre AAV. Suivons AAV. Je veux dire, quand AAV va dans un écosystème, comme par hasard, c'est celui qui va magnifiquement fleurir. AAV, c'est vraiment une merveille. Ben tellement, puis justement, même on voit les institutions qui commencent à rentrer dans AV, puis tous les portefeuilles institutionnels dans AV. Donc, qu'est-ce que c'est AV? C'est de la finance décentralisée qui permet de faire des prêts, de prendre des prêts, puis de se faire des taux d'intérêt là-dessus de façon décentralisée, qu'est-ce qui est génial. Puis c'est vrai que AV a une croissance exponentielle. J'ai regardé aussi les protocoles de stablecoin comme Curve, vraiment intéressant. Là, on voit une TVL, là, Total Value Lock, qui est montée à plus de 23 milliards de dollars, qu'est-ce qui est quand même incroyable. Puis là, je suis en train de réaliser qu'il y a des stablecoins de d'autres pays qui sortent, là, parce que c'est un petit peu niaiseux qu'il y ait juste des stablecoins américains. C'est encore le cas, mais là, il y a des stablecoins, il y a l'euro qui commence à rentrer. Jarvis, ils sortent des stablecoins de plein de pays. Jarvis, et c'est très bon projet. Ben, c'est très intéressant parce que je pense que il va y avoir un forex décentralisé, puis on sait que le forex, c'est le marché des devises, c'est un des marchés les plus gros là, en termes de volume tradé à chaque jour. Puis il va en avoir un forex décentralisé. Il suffit juste de voir quel projet peut le faire. Il y a potentiellement avec Jarvis, on a Curve, on a Keeper 3R,
qui est aussi potentiellement lisse. Puis ça, de mon côté, c'est à surveiller. Puis on voit dans l'écosystème de Terra, il y a déjà d'autres aussi stablecoins qui se développent de d'autres devises. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que c'est une autre tendance à surveiller qui va avec tout ce qui est les dérivés là, que j'ai parlé dans une vidéo précédente. Là. Et Curve, je voudrais préciser que selon moi, il est très intéressant à utiliser parce qu'il est hyper solide. C'est le king. Par contre, au niveau du prix, je suis pas sûre qu'il va faire des très gros pourcentages parce qu'il distribue beaucoup de Curve, donc ça fait une pression à la vente. Ben exactement. Puis j'en parlais justement dans ma vidéo au début de la semaine. Puis je réalise quelque chose avec la DeFi 2.0 là, que les gens s'excitaient par les temps avec HOM ou Time ou le Spell. Ben oui, c'est vraiment intéressant leur façon de faire, de fonctionner avec les bons qui rachètent de la vraie liquidité. Donc le protocole contrôle réellement des tokens LP puis de la vraie liquidité. Parce que la DeFi, c'est sûr que ça pourra pas rester comme que c'est là, comme Curve, que la façon de donner des récompenses aux gens qui donnent la liquidité, c'est avec leur propre token. Donc, ça fait une pression à la vente énorme parce que ça crée une inflation énorme sur le token. Donc, la DeFi 2.0, il va falloir trouver une autre façon de rémunérer les gens, je pense, pour que ce soit efficace. Ouais. Ben, t'as mentionné OHM, Home, et puis Time. En fait, là, c'est un truc que j'ai étudié récemment. Ils sont basés sur une trésorerie. Ils possèdent des choses, des vraies choses, et du coup, ça leur donne leur stabilité. Mais ce qu'ils possèdent pourrait descendre en valeur énormément si on est dans un market crash, voilà, un truc comme mars 2020. Et du coup, ils seraient beaucoup moins fiables que ce qu'on pense d'eux. En plus de ça, au niveau de la migration et des versions, ils vont trop vite. Et moi, je les ai pas achetés en fait, je dois avouer. Je suis un peu méfiante. Ben moi aussi, Chantal, j'ai pas touché à ça. Dans ma tête, c'est plus une expérience. Les gens me disaient achète du home, parle du home, mais non, là, c'est vraiment une expérience parce qu'on s'entend qu'en crypto, c'est ça, là, des expériences. Justement, ça m'amène à réfléchir. Il y a des nouveaux types de stablecoins que je vois se développer, quand même intéressants. Je sais pas si t'as vu un petit peu, ben on a le bon vieux UST là qu'on adore, là, qui est algorithmique, que en fait on a besoin de aucune réserve de dollars US, puis que ça se stabilise tout seul par l'algorithme, puis que ça brûle des Luna, puis ça fait monter le prix comme qu'on aime. Mais aussi il y a des stablecoins qui sont entre le DAI. Le DAI, tu sais, qui est collatéralisé par des cryptos, puis le UST. Donc, il y a une partie collatéralisée, puis une partie qui est algorithmique, comme le Frax, que je trouve intéressant, qui est des nouveaux projets qui commencent à prendre l'ampleur, qu'on voit qui se développent. Oui. En fait, il faut savoir que le Frax, t'as raison, il est intéressant. Il faut savoir que le DAI est, depuis longtemps, possède une grande proportion de USDC. Et c'est assez récent qu'ils ont annoncé qu'ils étaient passés en dessous de 50% pour l'USDC. Alors qu'au départ, le concept du DAI, c'était d'être uniquement collatéralisé avec de l'Ethereum. Mais là, ça a changé, en fait. Ils ont dû pour assurer la stabilité. Mais j'espère que ça va continuer à descendre et qu'il va revenir parce que le concept d'origine était tellement, on va dire, philosophiquement bon. Ouais, vraiment. Ben, je pense qu'on va avoir encore d'autres stablecoins, d'autres trucs qu'on n'a pas pensé qui s'en viennent, puis je pense qu'il faut juste garder les yeux ouverts parce que c'est vraiment intéressant de voir ça aller. Puis là, on a dérivé un peu de nos tendances. Je t'invite à parler de la prochaine tendance. Oui, alors moi j'avais prévu de parler de 3 d'entre elles. Donc il y avait la capital efficiency, et puis la deuxième, la DeFi avec smart contract sur Bitcoin. Puisque maintenant il y a des outils de plus en plus qui permettent de faire des smart contracts sur Bitcoin. Il y a aussi Lightning Network qui monte en puissance progressivement et qui est là depuis longtemps, est très solide et petit à petit va permettre, voilà, en une seconde, t'as payé ton café avec quasiment pas de frais, alors qu'on est quand même sur Bitcoin. Mais on n'a pas besoin de faire une vraie inscription à chaque café sur la chaîne de Bitcoin. Donc Lightning Network, c'est vraiment un outil d'avenir. Et maintenant, il y a des outils qui permettent de faire il y a des outils qui construisent directement sur Bitcoin, malgré qu'il n'est pas Turing complete et qu'on ne peut pas tout faire. Et puis, il y a d'autres outils qui rajoutent une couche
pour rajouter du smart contract, mais quand même se sécuriser sur Bitcoin. Donc, il y a tout un écosystème, il est en pleine construction. Soit c'est le début, soit c'est un vieux truc qui n'a pas encore percé, soit c'est le début. Mais à mon avis, en 2022, on va avoir une mini bulle DeFi sur Bitcoin parce que la smart money adore Bitcoin. Ouais, définitivement. De faire des taux d'intérêt en gardant ces bitcoins, je pense que c'est ça que la smart money veut le faire, puis les grosses institutions. C'est sûr que c'est peut-être pas le truc le plus efficace de faire ça sur un layer 1 de bitcoin. Probablement sur un layer 2, ça peut être intéressant. Puis est-ce que tu as des noms de projets peut-être à surveiller dans cette catégorie-là? On va surveiller les noms là-dessus. Je sais qu'il y a Sovereign qui est intéressant, qui se développe, mais c'est encore des tout petits projets, donc pour surveiller ça. Maintenant, le troisième sujet que tu avais en tête, troisième tendance peut-être que j'avais pas parlé dans les 12 catégories, qu'on va revenir d'ailleurs dans 2-3 minutes. On veut savoir ton troisième sujet. Oui. Alors, je pense qu'il y a un moment, on aura une killer app qui va vraiment amener le grand public. Parce que là, typiquement, le gaming, c'est ce qui fait le plus bouger les gens, que ça soit au niveau du temps, de l'attention, de la motivation, des émotions et aussi de l'argent dépensé. Et tous ces gamers, ils trouvent que la blockchain, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'ils viennent pas. Et donc, il y a les guildes qui arrivent. Les guildes leur disent, vous inquiétez pas, continuez à jouer comme d'habitude, on s'occupe de tout le reste. Et ça pourrait nous faire la killer app ou alors une nouvelle application qui vraiment, du jour au lendemain, plaît au grand public, facile, qui rapporte des sous, qui est très ludique et très facile. Il y a un moment, mais je pense que ça sera dans le domaine du gaming. Je pense qu'il y aura l'utilisation d'une guilde et évidemment, il y en a plusieurs qui vont réussir. Mais un peu comme au début des emails, il y a très, 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 très longtemps, tout d'un coup, on avait l'impression que c'était venu du jour au lendemain. Il y a un moment, il y a une killer app qui arrive. Ah ouais, ben les guildes, ça peut être vraiment intéressant parce que c'est des regroupements de personnes finalement qui s'occupent d'avoir du financement pour acheter par exemple sur un jeu comme Star Atlas qui est du play to earn, donc on peut gagner de l'argent en jouant, que la guilde achète les vaisseaux les plus performants puis font jouer leurs joueurs dessus. Donc ça va faire des méga tournois d'après moi éventuellement dans peut-être 5-10 ans, là, on va voir des choses qu'on n'aurait jamais pensé. Probablement même dans des métaverses. Parce qu'on sait que le gaming puis les métaverses, qui est une autre thématique qu'il va falloir surveiller, je pense que c'est étroitement lié, puis il va y avoir beaucoup de profits à faire si on sait sélectionner les bons projets dans tout ça. Puis pour les guildes, est-ce que il y a possibilité d'investir là-dedans ou c'est plutôt quelque chose qu'on participe? Il faut surveiller. J'ai pas de nom à présenter. Il faut surveiller. C'est vraiment nouveau. La guilde, en fait, elle va faciliter l'adoption d'une certaine blockchain ou d'une certaine crypto, mais elle-même n'a pas forcément une crypto. Par contre, grâce à la guilde, il y a plein de joueurs qui arrivent. Ils font pas seulement que de financer et d'organiser, ils font aussi une académie généralement. Ils forment les investisseurs et les joueurs et ils facilitent tout. Mais eux-mêmes n'ont pas forcément une crypto, la guilde. Par contre, une guilde efficace qui est sur une crypto ou sur un projet ou sur un écosystème va faire vraiment exploser cet écosystème. Mais ouais, définitivement. Ben, je te posais la question pour avoir ton avis. Puis aussi parce que ça me rappelait l'idée que je me suis fait approcher par une guilde de Français qui voulait jouer sur Star Atlas. Puis on pouvait investir dans la guilde. Donc je trouvais le concept intéressant. Puis ça me rappelle, ben avec ce que tu viens de dire là, c'est qu'éventuellement il va y avoir des guildes monstrueuses avec des millions de dollars de financement. Puis ça risque d'être impressionnant quand même de voir ces espèces de tournois-là se réaliser. Oui, puis quand tu regardes le e-sport, qui vraiment qui déplace les foules, même si elles restent devant leur écran, et qui déplace tellement d'argent, tout ça c'est de plus en plus hybride. Le public va pouvoir participer de plus en plus. On sera dans un domaine plus immersif, qui ressemblera de plus en plus au métaverse, etc. Tout ça, ça vient progressivement. Et il y a tout qui s'entremêle. Mais du moment qu'on a les émotions, les gens vont venir. Ah ouais, tellement, tellement. Puis justement, parlant d'émotions, ben je pense que les métaverses, c'est ça, d'avoir un monde immersif. Ben je pense que parlons de cette tendance-là, les métaverses. C'est quoi tes perspectives d'avenir, autant pour 2022 que peut-être même pour jusqu'à 2030? Qu'est-ce qui va fleurir? Quel genre d'application va fonctionner? Puis, dernière question, c'est peut-être trop de questions en même temps, mais dans quoi qu'on devrait investir?
Yes. Alors, les métaverses, on y est déjà quelque part. C'est quelque chose qui vient progressivement. Bon, c'est le mot à la mode, mais un joueur qui est là dans son de gaming devant l'ordinateur, il est dans une map, il voit où il est sur la carte. Il a un avatar qui se déplace et il fait des activités. Il pilote son avatar. Ok, ben c'est déjà une forme de métaverse rudimentaire. Mais en fait, tout ça, ça va devenir de plus en plus immersif, où on a vraiment l'impression d'être dedans. Comme si, par exemple, t'es dans ta voiture, tu passes sous un truc un peu bas, une entrée de garage, et tu baisses la tête, alors qu'il n'y a pas besoin de baisser la tête. Mais tu sais, tu te sens dedans, quoi. C'est comme si tu étais la forme de ta voiture. Mais voilà, et dans le métaverse, si t'as un danger qui arrive dans le métaverse, si c'est vraiment immersif, tu vas vraiment avoir la sensation que t'es en danger. Et inversement pour toutes les choses agréables. Voilà. Donc tout ça, je pense que ça vient petit à petit. Les lunettes Oculus, ça, c'est encore plus immersif, c'est très puissant, très efficace. Mais je pense que la killer app n'aura pas besoin de lunettes Oculus parce que, ben déjà, ça nécessite un investissement, etc. C'est un peu plus compliqué. Mais surtout parce que les gens, ils sont un peu groggy, c'est très perturbant. Et les gens, ils ont juste envie de passer un bon moment. Ils veulent pas se compliquer la vie. Donc, ce serait peut-être plutôt quelque chose qu'on voit sur un écran ou dans des lunettes. Hein, comme rappelle-toi Pokémon Go, hein, qui marchait tellement bien. Bah, les gens, ils voyaient simplement dans leur téléphone les Pokémon. Il n'y a pas besoin que ce soit très compliqué. Mais là, on est dans la réalité augmentée avec Pokémon Go, tandis que là, les métavers, c'est plutôt de la réalité virtuelle. Et la réalité augmentée est bien en avance sur la réalité virtuelle, chronologiquement. Si on va dans la courbe de Gartner, par exemple, ils ont déjà fait la pointe et la descente, voilà. Tandis que le métaverse, c'est la réalité, virtuelle. Et donc, je pense que la solution sera techniquement simple pour être quand même immersif. Ok, puis c'est sûr que la réalité augmentée puis la réalité virtuelle, c'est deux choses quand même très différentes parce que la réalité virtuelle, ça reste que c'est pas... en tout cas, je trouve que c'est pas bon pour un être humain quand même d'être assis sur son divan ou d'être confiné dans un petit carré là puis vivre des sensations fortes. Mais qu'est-ce qui fait un peu peur, c'est que c'est ça qui s'en vient. C'est carrément ça qui s'en vient. Puis ça va être développé, ça va devenir utilisé. Éventuellement, si on n'est pas dans la métaverse, on sera pas à la mode, ça va être comme ça. Mais moi, j'aime bien aussi le concept de réalité augmentée, très intéressant, comme on a vu les nouvelles lunettes qui sont en développement de Apple, que c'est comme des lunettes, puis on voit, par exemple, on marche dehors, mais là, on a un clavier, on peut écrire comme dans le vide, comme si on avait un clavier, ou ce genre de truc-là, vraiment intéressant. On augmente la réalité qui est devant nous. Juste au sujet du fait que c'est pas sain de rester sur le canapé tout le temps, rappelle-toi dans Ready Player One, les tout derniers mots du film. C'était quoi? Les tout derniers mots du film, tu te souviens? Les deux héros, ils sont là sur leur canapé, machin, sur leur fauteuil, les deux ensemble, trop chou, et ils disent on a pris une décision qui n'a pas plu, mais on l'a maintenue. C'est que le métaverse est fermé 2 jours par semaine. Ah oui, c'est Dans la vraie vie. Ah, c'est tellement important, puis il va y avoir des dérives, on s'entend qu'il va y avoir beaucoup de dérives des gens, surtout les enfants, je pense dans le monde dans lequel on les envoie maintenant, ça va les rendre tellement accros juste qu'on voit les téléphones, mais là on passe à un niveau vraiment supérieur avec les métaverses, donc bon, éthiquement, c'est à surveiller. Maintenant, revenons à notre côté investissement. Quel projet qu'on surveille en métaverse, en crypto? Est-ce qu'on regarde plus les infrastructures, plus côté gaming? Quelle est ta perspective à ce sujet? Moi, pour le moment, je m'intéresse principalement au terrain. J'achète des terrains sur les métaverses. Oui, d'ailleurs, je l'ai déjà partagé, mais lorsque tu as un NFT dont personne ne veut à une certaine époque, ton NFT, il vaut 0. Et donc, les terrains, par contre, tu as beaucoup moins ce problème, même si c'est quand même des NFT. Et en plus de ça, il y aura toujours besoin de terrain, ou sinon, en tout cas, à certaines périodes. Non, mais par contre, j'achète vraiment dans des grosses plateformes comme Decentraland, Sandbox, il y en a d'autres que je surveille. Et je regarde, en fait, où ont lieu les événements. Quand tu as une star qui fait un concert dans un métaverse, ça a lieu où? Voilà, ça veut dire que, c'est là qu'il faut acheter des terrains.
Ah ouais, définitivement. Fait que c'est pas dans n'importe quelle application, faut choisir les bons projets, là. Puis il y en a pas beaucoup quand même en crypto, des projets que vraiment des vedettes vont aller faire des spectacles. C'est lesquels qu'on devrait surveiller, selon toi? La smart money préfère Decentraland. Decentraland est là depuis très longtemps. Alors bon, c'est un peu cher d'acheter des terrains sur Decentraland, mais par contre, c'est une valeur sûre, quoi. C'est comme d'acheter de l'or, ben c'est plus cher que d'acheter du fer, mais c'est une valeur sûre. Ah ouais, c'est un bon comparatif, c'est vrai. Puis, ok, ben ça c'est intéressant, les terrains vraiment. Est-ce que tu vois d'autres types d'investissements intéressants? Parce que là, les terrains, c'est plus jumelé, disons avec les NFT, Metaverse, NFT, ben les deux, c'est étroitement lié. Est-ce qu'il y a d'autres choses en Metaverse qui suscitent ton intérêt? Oui, les outils qui permettent la création des métaverses. En fait, il faut savoir que métaverse ne devrait pas être mis au pluriel. On devrait dire le métaverse de la même manière qu'on dit l'internet ou le web. On ne dit pas les internets ou les web. Par contre, on ne sait pas encore quel vocabulaire sera utilisé. Au début d'Internet, on ne savait pas qu'on dirait un site web. Le mot site, il servait à autre chose. Ok. Alors, dans le métaverse, on dirait je crée un royaume métaverse, realm, ça s'utilise déjà dans le gaming. Je crée un monde métaverse, je crée un microverse. Je sais pas quel vocabulaire va être mondialement accepté parce que au début d'un nouvel écosystème, on sait pas. Mais en fait, on devrait pas mettre ça au pluriel. Et donc, on va créer dans le métaverse un nouveau monde, ou alors on va dans un monde qui existe déjà dans le métaverse, mais on devrait pas mettre métaverse au pluriel. Et voilà. Mais pour répondre à ta question, moi je pense que c'est intéressant d'investir dans les outils qui permettent de créer des microverses ou des mondes dans les métaverses, et aussi dans les technologies sous-jacentes, typiquement Engine. Engine. Engine, ils sont là depuis super longtemps. Ils sont très, très compétents, très efficaces. Ils bossent non-stop, même en période de bear market. Eux, ils construisent des outils qui ensuite sont utilisés dans les métaverses. Ah ouais, ben vraiment intéressant. Puis tout ce qu'on parle en ce moment, les métaverses, on parle de métaverses décentralisés. Il va y avoir des métaverses centralisés, comme on a vu avec Facebook, Meta, qui d'ailleurs aujourd'hui vient d'annoncer qu'ils vont avec Instagram permettre l'achat et la vente de NFT, qu'est-ce qui est quand même bon, ça reste une application centralisée, mais ça va quand même donner la possibilité à 1 milliard de personnes d'être exposées aux NFT, qu'est-ce qui est très bon pour l'écosystème des crypto-monnaies, et qu'est-ce qui risque d'amener encore une fois une bulle des NFT, autant les projets qui permettent de créer des NFT, les marketplaces de NFT, que certains projets de NFT. Et pour les métaverses, en fait, il y a ce problème de course de vitesse entre ce qui est centralisé et décentralisé. Donc, si on prend Facebook, voilà, tout le monde sait leur business model, les données, etc. On n'est pas propriétaire de nos données, ok. Dans un métaverse vraiment décentralisé, il y a le respect de l'individu, le respect des données. On est propriétaire, on peut avoir tous les bénéfices de ce qu'on fait. Et donc, évidemment, il y a une course de vitesse. C'est un peu comme avec les CBDC de banque centrale, où il y a une course de vitesse entre Bitcoin qui est vraiment décentralisé et les monnaies de banque centrale qui sont horriblement centralisées et probablement très très liberticides, selon les pays. Et du coup, c'est un peu une course de vitesse de l'adoption. Et je pense qu'il va y avoir des moments difficiles et que à terme, dans quelques années, c'est vraiment la partie décentralisée qui va gagner à cause de l'effet réseau. La partie décentralisée gagnerait. J'ai peut-être une autre perspective là-dessus sur les CBDC. J'aimerais définitivement que ce soit la partie décentralisée qui gagne. Par contre, qu'est-ce que je vois en ce moment avec l'impression monétaire qui grandit? Ben, clairement, on s'en va vers un nouveau système monétaire. Ça, je pense que sont en train de détruire lui qui est actuel. Donc, les CBDC s'en viennent, qu'on le veuille ou non. Donc, je pense qu'il va y avoir des CBDC, qu'on le veuille ou non. Mais est-ce que ça fait vraiment concurrence aux crypto-monnaies? Ou, parce que, tu sais, qu'est-ce qui permet à un pays que sa monnaie ait une valeur de 1, c'est la confiance, qu'est-ce qu'ils sont en train de détruire complètement. Puis la deuxième chose, c'est qu'on paye nos impôts en cette monnaie-là. Donc là, on va sûrement être encore obligé de payer nos impôts en CBDC, j'imagine. Mais par contre, quand je vois des pays ou des villes qui commencent à adopter le Bitcoin comme moyen de payer des impôts, ça me dit que peut-être le côté décentralisé gagnerait, puis ça serait wow. Ça serait vraiment excitant.
Bah, ça fait déjà depuis de nombreuses années qu'ici en Suisse, à Zug, on peut payer une partie de nos impôts en crypto-monnaie et on peut ouvrir une entreprise. Tu sais, l'apport financier que tu dois apporter quand tu ouvres une entreprise, eh bien, à Zug, on peut l'apporter en Bitcoin. Wow, ok. Faut vraiment que je déménage, on dirait. La Suisse, franchement, c'est très agréable d'être en Suisse dans le monde des crypto-monnaies. Ah, définitivement, il y a des pays qui sont mieux que d'autres puis qui sont plus amicales au niveau des crypto-monnaies, puis c'est génial, là. Puis pour continuer, bon, je pense que on a parlé quand même de plusieurs sujets intéressants. C'est toujours le fun de parler avec toi, Chantal, là. Vraiment, merci, là. J'adore, moi aussi, j'adore ça. Puis bon, je vais juste terminer peut-être la liste de thématiques pour 2022 qui serait vraiment intéressante. C'est sûr, on a les social tokens, que je pense que, tu m'en as parlé aussi, ça fait longtemps que tu m'en parles, là, qu'il va y avoir une mini-bulle là-dessus. Puis je pense que même toi, t'as été une des premières, là, même ça fait plus qu'un an que t'en parles, puis c'est une chose qui va avoir éventuellement une bulle, mais c'est ça qui arrive en crypto-monnaie, hein. Faut jamais être trop d'avance, puis il faut pas être en retard. C'est comme manger une framboise, mais tu veux pas la manger trop quand elle est pas assez mûre, puis tu veux pas la manger quand elle est trop mûre. Faut arriver au bon timing. Comme les NFT, ça existe depuis 2013, mais tout le monde s'en foutait avant. Comme tous les droits d'auteur de la musique, pour bypasser tous les intermédiaires, ça existait depuis très longtemps, mais là, c'est à la mode maintenant. Fait qu'il faut juste être au bon moment, au bon endroit, puis pour ça, il faut réfléchir, faut avoir le vent dans le dos avant d'investir, faut pas être trop vite, pas trop lent, mais là, je pense que fan token, social token, possiblement que ça s'en vient. Si je continue notre liste, on a parlé d'inflation, de DeFi, les CBDC, les identités digitales. On avait ici toutes les Layer 1, bon, Ethereum, Atom, ça va continuer de grossir. Faut faire attention, par contre, je voulais parler un peu des Layer 1. Il y en a beaucoup que c'est des Layer 1 qui sont en phase de test, comme tu sais, Solana en ce moment, sont backés par les institutions, mais ça reste un bêta, il y a des problèmes avec leur blockchain. Il y a une partie quand même centralisée qui est dans les mains des institutions. Donc, faut faire attention avec les Layer 1 qu'on choisit pour le long terme. Par contre, pour le court terme, pour des mini-bulles, parfait. Ça dépend toujours de notre mentalité d'investisseur, puis du money management. Là. Puis ça, je pense que on n'en parlera jamais assez, parce qu'il y a des gens qui sont plus des traders, puis il y a des gens qui sont des investisseurs. Mais la plupart des gens savent pas qu'est-ce qu'ils sont, puis ils font juste investir sans trop se poser de questions. Donc le money management, on en reparlera peut-être soit à la fin de la vidéo ou dans une autre vidéo, nous deux, parce que je pense que ça serait très capital d'en parler. Si on continue la liste, on a les Layer 3, l'interopérabilité. Donc Chantal, je te laisse la parole, là. Volontiers, merci. Mais c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure quand je disais que les gamers ne sont pas très motivés à venir dans la blockchain parce qu'ils trouvent ça compliqué. Et tout ce qui est interopérabilité, je veux dire, si t'as des cryptos dans une chaîne puis que tu veux les mettre dans une autre chaîne, je sais pas, t'as ça dans Solana puis tu veux mettre dans Avalanche ou l'inverse, tu dois passer par des bridges, mais c'est un casse-tête. Et alors maintenant, il y a des outils qui permettent d'automatiser de plus en plus ce genre de choses. Et ça, c'est les Layer 3 qui vont rendre tout ça transparent. Voilà, clic-clac, on fait le job et on se rend pas compte que derrière c'est très compliqué. Et en fait, la clé, c'est de rendre ça simple en apparence. Ben ouais, tellement. On voit comme les structures se faire, Uniswap qui sort, le bridge qui sort, puis à un moment donné, ça va tout être ensemble. Comme en ce moment, on le voit pas, mais il y a tellement d'interopérabilité dans notre conversation. Puis pour vous, les auditeurs, il y a tellement d'interopérabilité que vous êtes même pas conscients. Comme là, en ce moment, je suis en train de parler avec une webcam Logitech, j'ai un micro Blue, j'ai un ordinateur qui est avec un processeur Nvidia, puis je suis sur un Chrome en ce moment, le navigateur, puis j'utilise une application qui permet qu'on puisse screener tout ça en même temps, puis vous allez l'écouter sur YouTube, sur votre browser, sur votre ordinateur. C'est complètement fou, là, toute l'interopérabilité. Puis c'est ça qui s'en vient, je pense, pour les métaverses puis les crypto-monnaies. Exactement. Très, 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 très bon exemple. Donc, maintenant qu'on a vu les sujets, la question que j'aimerais te poser, Chantal, ton top 3 en ce moment pour buy the dip, acheter la correction. Quelles sont les 3 crypto-monnaies que tu as envie d'acheter avec cette correction, probablement avec des ordres réalistes, mais c'est quelles qui te parlent le plus en ce moment, que tu vois un beau potentiel?
Alors, ce que j'ai acheté le plus récemment, ou plutôt ce que j'ai mis comme ordre irréaliste, le plus récemment, donc il y avait The Graph. Je pense que The Graph, c'est le Google de la blockchain. C'est une grosse crypto, hein, c'est pas un petit truc explosif, mais je pense qu'elle a un très beau potentiel et qu'en ce moment, elle est sous-évaluée parce qu'elle n'est pas sous les feux des projecteurs. Donc là, j'ai mis un ordre à moins 30% sur... Bon, je l'ai mis, c'était quand, je crois, avant-hier ou hier, je sais plus. Et je l'ai mis sur Binance et sur Hotbit. Et puis, autrement, ce que j'ai acheté récemment avec un ordre irréaliste que peut-être je vais acheter si l'ordre se réalise, c'est Calao. C'est une des nombreuses blockchains que je suis. Elle est de toute petite taille, donc c'est très risqué. Toutes ces petites blockchains, il y en a une partie qui vont disparaître ou qui vont pas bien performer. Mais là, c'est là qu'on a les potentiels x20, x50, x100. Surtout quand on part avec un market cap à 2 millions et puis que c'est une bonne crypto qui a un moment sous les feux des projecteurs à 200 millions, il y a un moment où, voilà, même si tout d'un coup, il y a beaucoup d'inflation parce qu'ils ont distribué des tokens puis qu'ils ont doublé le nombre de tokens, imaginons dans un cas vraiment terrible, au lieu de faire x100, on fait x50, mais c'est déjà très agréable. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, il y a un tuyau que je peux donner là. Lorsque je veux mettre un ordre irréaliste sur une toute petite crypto, je vais sur CoinGecko ou CoinMarketCap et je vais dans l'onglet Market et je choisis la colonne moins 2% pour voir quelle quantité d'argent il faut mettre pour faire bouger le prix de 2%. Et donc, je vais vers celles qui ont un petit montant dans cette colonne. Je les classe, on clique en haut de la colonne, puis ça les classe. Ensuite, je vais voir vers le bas, les petites. Et là, je choisis des paires contre USDT. J'en ouvre plusieurs. Et je les compare et je regarde s'il y a des mèches. En fait, je regarde si la courbe est chevelue, si elle est méchue. Et ensuite, je me dis, OK, là, il y a plus de probabilité d'avoir une mèche là-dessus que là-dessus, etc. Et ça m'influence au moment où je dois choisir à quel endroit je vais mettre mon ordre irréaliste. Voilà, c'est juste une petite astuce que je voulais partager. Voilà, donc j'ai dit The Graph et puis Calao. Et puis autrement, ce que j'ai fait très récemment, c'est du rebalancing. Par exemple, si vous avez plusieurs cryptos pour chacune 5% de votre portefeuille et que y en a une qui a bien monté et tout d'un coup elle est à 7 ou 8%, on prend ce qui dépasse et on le met dans une autre qui est excellente qualité mais en ce moment sous-évaluée. Et ça s'appelle le rebalancing. On fait que avec les petits morceaux qui dépassent. On fait pas des gros montants. Hein. Et ce que j'ai fait récemment comme rebalancing, j'ai pris une partie de mon Cosmos et je l'ai mis sur AAV parce que je pense qu'en ce moment AAV est gravement sous-évalué. Hein, ce qui s'en vient dans AAV, ils ont une roadmap absolument géniale. Donc je pense qu'ils sont très sous. J'ai hésité avec Chainlink qui est lui aussi sous-évalué, mais j'ai choisi AAV parce que là c'était là que c'était vraiment le plus sexy. Voilà, c'est ça mon top 3, enfin les 3 plus récents. Et toi, Paul? Et toi? Ah, moi, bonne question. Hein? Puis je rajoute quelque chose pour les auditeurs là, d'important avec le top 3 que tu as dit, c'est que c'est le top 3 actuellement. Puis il faut pas oublier que si ces 3 cryptos-là explosent à la hausse, le top 3 devient un autre top 3. C'est jamais... si vous écoutez cette vidéo-là, je sais pas, l'année prochaine, ce sera pas le même top 3, c'est garanti. Puis même chose, s'il y a une crypto qui s'écroule parce que les développeurs s'en vont, elle va s'en aller du top 3, puis il y a des stratégies de money management pour se sortir de ce genre de situation-là qu'on verra un petit peu plus tard, probablement dans une autre vidéo. Bon, mon top 3. OK. C'est dur à dire encore. Là, je pense que, étant donné que le Metaverse a eu sa correction, une technologie qui va être utilisée dans le Metaverse, que je pense qui va être un des piliers, vous le savez, c'est Theta Network. Theta Network qui commence à avoir en plus de la DeFi dessus, des NFT qui vont être des NFT vidéo. Tu vois, pour tous les films, par exemple, le moment où James Bond sort son fusil, ça peut devenir un NFT, ce genre de truc-là. Sur Theta, probablement. En plus, j'écoutais des entrevues avec les fondateurs, sont en train de nous dire qu'ils sont en train de tester avec des très gros joueurs puis que ça va sortir en 2022. On a T-Drop qui va sortir en février. Puis quand je regarde la TVL qui est en train de monter déjà à 60 millions puis ça monte très rapidement, je pense que ça peut être intéressant du côté de Theta. Fait que ce serait Theta en numéro 1.
Deuxième, ben c'est RMRK que j'ai déjà parlé. Ben en fait, je vais vous citer des cryptos de mon top 10, là, mais RMRK, qui est les NFT 2.0, qui permettent de améliorer des NFT avec d'autres NFT. Donc, on fait évoluer des NFT dans le temps sur l'écosystème de Kusama, qui s'en vient dans l'écosystème de Polkadot probablement aussi. Puis, j'ai remarqué aussi que c'est très beau. Tout ce qu'ils font, c'est très joli. Puis, je remarque quand les compagnies mettent de l'argent dans le graphique, puis dans tout bien faire ça, ça me rappelle un peu Terra Luna quand ils ont commencé. J'avais remarqué que c'était beau aussi, les vidéos. Donc, bon, c'est sûr qu'on peut pas se baser sur le fait que c'est beau, là, mais l'idée est géniale, puis on voit que il essaie de faire les choses très bien. Donc, de mon côté, RMRK, pour mon jeu sur les NFT cette année. Puis, on a, Atom, là, que je garde... Est-ce que je dirais Atom? Ben oui, mais c'est surtout son écosystème que j'aime jouer dans son écosystème parce que il y a beaucoup de très bons projets, il y a l'interopérabilité, donc Atom reste, je dirais Atom et son écosystème en troisième. Excellent. Même si j'ai vendu un petit peu de mon Atom pour faire du rebalancing, Atom reste un écosystème de grande qualité avec dedans des projets de grande qualité qui tournent déjà depuis longtemps. Hein, si on compare avec Polkadot, qui est lui aussi le roi de l'interopérabilité, je m'excuse, mais Cosmos était là bien avant. Il a fait ses preuves, il marche super bien et il a déjà tout un écosystème qui fonctionne. Ouais, définitivement. Ouais, c'est pour ça qu'on le garde dans le portefeuille. Ben, écoute Chantal, je pense que on a fait le tour de ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Je suis sûr qu'on pourrait parler encore longtemps, mais il faut quand même limiter les vidéos pour que les gens puissent les écouter. Fait qu'avant de partir, j'aimerais appeler à tout le monde que tu as une formation sur Crypto Expert, ton site web. En plus, tu as un groupe privé Telegram que j'ai la chance de faire partie, puis honnêtement, c'est juste génial, là, tout ce que tu nous trouves comme pépites, les rapports que tu nous fais à chaque semaine, des vidéos live. Vraiment, je sais pas où tu trouves le temps de faire ça, mais je pense qu'on est chanceux. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Merci beaucoup de le dire. C'est vraiment gentil de témoigner à ce sujet. J'adore mon groupe privé. C'est assez sélectif dans le sens qu'il faut vraiment avoir suivi la formation auparavant. C'est 33 vidéos. C'est 9 heures de temps, la formation. Et ensuite seulement, si on veut, en plus, on peut prendre l'abonnement pour le groupe privé. Donc, l'avantage, c'est que quand je parle, ils comprennent tout ce que je dis. Ça, c'est intéressant. En fait, j'ai fait ça pour... déjà, je voulais partager tout ce que j'étudie, tout ce que je fais déjà pour moi, pour mon portefeuille, et que je faisais aussi dans un cadre autour de moi. Hein. Et puis, je voulais protéger mon temps parce que je me retrouve très souvent à répéter la même chose à des débutants et j'ai pas le temps. Donc, du coup, j'exige qu'ils aient suivi la formation avant. Comme ça, au moins, ils me comprennent et moi, ça me protège mon temps, en fait. Parce que finalement, j'ai assez peu de temps disponible. Du coup, ça me permet de créer du contenu dans mon groupe privé. Définitivement, avec tout ce que tu donnes dans le groupe, je peux comprendre que ton temps est limité, puis c'est génial. Donc, vraiment, continue comme ça, puis c'est le fun. On voit que t'aimes donner, puis je pense que c'est pour ça qu'on s'entend si bien. Là. On veut que tout le monde gagne, puis plus, on fait ça ensemble, fait que c'est super. Ça fait que je dirais à tout le monde, passez une belle journée, puis Chantal, je te laisse le mot de la fin pour conclure tout ça. Merci, c'est très gentil. Alors, le mot de la fin, comme d'habitude, je vous incite à la prudence. Hein. Quand les prix baissent, il ne faut pas que ça vous empêche de dormir. Si ça vous empêche de dormir, c'est que vous avez trop investi. Et puis, récupérer rapidement la mise de départ. Et comme ça, après, vous surfez avec les bénéfices. Et ça, c'est que du bonheur. Ah ouais, clairement. Vraiment, très bon conseil pour terminer, Chantal. Ça fait que, je vous dis tout le monde, merci d'avoir été là. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.